Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première émission. Le concept est simple, il s'agit de comparer une histoire originale avec son adaptation. En l'occurrence, nous allons commencer par Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je trouve intéressant de relever les différences qu'il peut y avoir à travers cette adaptation. Et même si ce film respecte plutôt bien l'œuvre originale, il y a plusieurs aspects qui sont très différents, notamment la fin qui n'a rien à voir avec celle du livre. Alors, je vais commencer par résumer l'histoire en indiquant chaque différence que j'ai pu relever. Ensuite, je vous dirai quel support j'ai préféré, livre ou film. Afin de ne pas gâcher la fin pour certains, je vous préviendrai lorsque nous rentrerons dans une zone spoil. Il vous suffira de suivre le timecode à l'écran pour zapper cette partie. Allez, on commence avec le résumé du film. Il s'agit à la base d'un roman pour enfants écrit par Ransom Riggs, porté sur le grand écran par Tim Burton. L'auteur a ensuite écrit plusieurs suites. Il y a pour le moment 6 livres dans cette saga, ainsi qu'un recueil d'histoires autour des particuliers. Le film commence avec une scène où Jacob, le héros de 16 ans, range ses articles dans un Smart Head en Floride. Arrive ensuite Shelley qui l'emmène voir son grand-père. Dans le livre, la mère de Jacob est l'héritière de la filiale Smart Head. C'est donc un gosse de riche. Il a également un copain punk, Ricky, qui n'est pas présent dans le film. C'est lui qui l'emmène voir son grand-père. Abraham, le grand-père, se fait tuer et avaler ses yeux par un monstre. Vous écrabouillez les yeux et en fait de la marmelade. C'est délicieux sur un toast. Oh yeah! Jacob est donc envoyé chez un psychiatre, le docteur Golan. Alors, petite différence, dans le livre, ce n'est pas une femme, mais un homme. Jacob, déprimé, se remémore des souvenirs avec son grand-père. Il regarde ensuite les photos où l'on voit des enfants particuliers. D'ailleurs, il y a des photos tout au long du livre qui représentent les personnages ou les situations. L'auteur s'est basé là-dessus pour écrire ses livres. Jacob se rend compte que ces photos sont truquées. Vive Photoshop! À son anniversaire, sa tante Suzy lui offre un livre avec une carte postale signée par Miss Peregrine. Jacob le montre à Golan et il convainc ses parents de l'accompagner au Pays de Galles afin de rencontrer cette Miss Peregrine. En effet, Jacob est toujours en dépression et son docteur pense que cela pourrait aider à aller mieux. Dans le bouquin, je trouve que cette partie est assez longue. Cependant, elle reflète assez bien la sensation de la dépression. Jacob et son père arrivent à Cairnholm. Le père veut se débarrasser de son fils car il veut jouer les ornithologues. Il demande alors à 2 rappeurs de l'île de l'emmener au pensionnat de Miss Peregrine. Je passe ma vie au pub à boire des canons, je suis pas tout seul, j'y vois ton daron. Nori m'arrache la gueule, mais moi je fais couler. Elle pique aussi fort du cuir au poulet. C'est nul! Dans le livre, le père est plus nerd, tandis que dans le film, il a un côté beauf. Il regarde le sport à la télé, il est ennuyeux lorsqu'il parle, etc. Il est plus intéressé par les problèmes de son fils que dans le film, même s'il se rend à la base sur l'île pour observer les oiseaux avant tout. Les parents de Jacob ne travaillent pas, vu que la mère est héritière. Son père essaye d'écrire un livre sur les oiseaux, mais il n'a jamais rien terminé et se morfond sur lui-même. Bref, Jacob parvient au pensionnat délabré, c'est alors qu'il croise Emma. Il prend peur et s'évanouit après s'être cogné la tête. Tandis que dans le livre, il pourchasse Emma qui finit par le faire prisonnier et l'emmène voir Peregrine. Jacob prend peur et s'enfuit. Il retourne au village et on se rend compte alors que Jacob est revenu dans le temps. Les enfants lui sauvent la peau et il se dirige vers le pensionnat. Jacob entre ensuite dans le pensionnat et rencontre Miss Peregrine. Alors dans le livre, la rencontre avec Peregrine se fait moins rapidement. Il y a tout un passage qui va décrire la dépression de Jacob suite à la perte de son grand-père. Le livre s'attarde beaucoup sur le début de son voyage à Cairnholm. Il met longtemps à découvrir qu'il y a une boucle temporelle et hésite même à repartir aux États-Unis. Bref, il rencontre Miss Peregrine à plus de la moitié du livre et nous en sommes à un quart du film. Ce qui rend le livre beaucoup moins dynamique à mon goût. Dans le roman, c'est une femme mature, un peu originale et assez sèche. Miss Peregrine est davantage inspirée de Sherlock Holmes avec son discours scientifique. Elle paraît beaucoup plus charismatique à première vue. Bon, déjà parce que c'est Eva Green qui joue, elle semble avoir un esprit de déduction beaucoup plus poussé et semble tout deviner et prédire à la dernière minute. Et en dehors du fait que le pub vous est un endroit familier et qu'il est donc plausible que vous vous y réfugiez, il vous faut 18 minutes pour le rejoindre en courant. Emma et Millard vous suivez de très près avec le bogey à la vitesse moyenne de 13,3 km/h. Prenons en considération la petite échauffourée au pub et le trajet du retour ralenti par votre poids. On obtient 1 heure d'arrivée à exactement 16h13. Ensuite, on voit Olive réchauffer du thé avec ses mains. Et là, c'est l'une des principales différences entre le livre et le film. Olive et Emma ont vu leur pouvoir inversé. Heureusement, Tim Burton va nous expliquer cette décision.
Well, I mean, it was something that it was very long conversations between Jane and me and Ranson, and the good news is that we just felt that there was. Look, oftentimes in a novel, things get sort of condensed or switched around a little bit, and there's all sorts of sort of weird little particular reasons why that happened. We just felt that in this particular case, the floating thing was a bit more, to me, it was more poetic. In the sense of like what I got from the book, because when you do a book, it's different. You know, it's a strange. You know, what you like about the book is a different thing. Because, like for instance, the photographs. You know, that's the thing that first drew me to it. But photographs are just still things. You know, and this is a movie, so it changes the sort of dynamic of what you have to do. So, what we always just tried to feel was, okay, what do I like about the book, and then what do you. How can you give some of that feeling in the film? So, but again, in this particular case, we were lucky that Ranson was very supportive of it. You know, because the writer, he's still alive. You know, what have you done to my book? You know, so he was very collaborative about it. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Attends, mais c'est pas du tout une explication. Ouais, bah on va s'en contenter alors. Dans le livre, Olive est une jeune enfant, et non une adolescente. Elle a la capacité de flotter dans les airs. Elle doit d'ailleurs porter des bottes de plomb afin de ne pas s'envoler. Quant à Emma, elle peut générer du feu avec ses mains et le projeter. Toujours dans la même scène, Olive lance un petit regard à Jacob et Enoch semble être jaloux. En quelques minutes, Tim Burton va exposer les principales différences entre son adaptation et l'œuvre originale. En effet, dans le livre, Enoch n'est pas attiré par Olive. C'est une enfant, je rappelle, bande de gros dégueulasses. Il est effectivement jaloux de Jacob, mais c'est surtout vis-à-vis de son rapprochement avec Emma. Cependant, le roman n'indique pas qu'Enoch est amoureux d'Emma. Il y dit qu'il est protecteur avec ceux qui l'entourent et sa relation avec Emma n'est pas davantage détaillée. Il paraît surtout comme un grand frère qui n'apprécie pas que l'on tourne autour de sa sœur. Tandis que l'on voit Fiona manipuler une carotte pour la faire grossir, c'est une enfant, je rappelle. Bande de gros dégueulasses. Eva Green nous apprend tout sur les ondes brunes, les particuliers et les boucles. En gros, c'est le moment où l'on raconte toute l'histoire. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Pour résumer, les particuliers sont des humains ou des animaux dotés de pouvoir. Les ondes brunes sont les gardiennes et peuvent manipuler le temps. Les boucles temporelles sont des endroits bloqués dans le temps qui vit et revit la même journée. En l'occurrence, le pensionnat est bloqué dans la journée du 3 septembre 1943. À jamais. On nous présente ensuite différents enfants, donc Fiona qui manipule les végétaux, Hugues qui a des abeilles dans le ventre. Dans le livre, les deux là sont des adolescents et sont en couple. Jacob aide Emma et l'on devine qu'elle était amoureuse de Abraham, le grand-père de Jacob. Ah, la gérontophilie. Bon, ça paraît un peu chelou dit comme ça, mais je vous rassure, ça l'est encore plus dans le livre. Quoi ? Que celui qui n'a jamais fréquenté la meuf qui a failli devenir sa grand-mère lui jette la première pierre. Ouais. Jacob rencontre enfin Enoch. Ce dernier lui conseille de ne pas s'intéresser à Emma et insère un cœur dans un mannequin. Dans le livre, Enoch utilise de la glaise pour faire ses personnages. Personnages qui sont appelés des homoncules. En alchimie, ce sont des êtres humains miniatures. Ici, on retrouve l'empreinte de Tim Burton avec des poupées ou des jouets à la Toy Story. Tim Burton a été très inspiré par Enoch, car ce personnage sera bien mieux exploité que dans le livre. Je trouve que c'est une force du film, car c'est un talent extraordinaire de pouvoir réanimer des cœurs arrachés et de pouvoir faire vivre des objets, de la matière, ou même de réanimer des morts pendant quelques instants. Malheureusement, je trouve que ce talent a grandement été sous-exploité dans le livre. À la différence du livre, Olive semble être l'assistante d'Enoch. Elle est même attirée par lui. Pendant le repas, Jacob manque de s'asseoir sur Millard, qui est invisible et nu sur une chaise. Vous imaginez si Harry Potter il faisait ça avec sa cape d'invisibilité ? On apprend ensuite que Cabe est parti à la guerre et s'est marié à une autre. D'ailleurs, Abraham téléphone à la maison. Alors ça, ce n'est pas dans le livre, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. La journée se termine et la boucle va être remontée. Alors j'aime beaucoup l'ambiance donnée à ce passage dans le film. Tout le monde sort, ils se mettent des masques à gaz, et en fond, on entend une musique du début du XXe siècle sur un disque vinyle. Des avions survolent les cieux et larguent des bombes. Ah, ça me rappelle Fallout. Une bombe va alors s'écraser sur la maison, mais Miss Peregrine, avec une montre à gousset, arrête et remonte le temps. La musique est alors passée à l'envers. Certes, c'est simple, mais c'est une mise en scène efficace.
On apprend que si Emma sort de la boucle, elle va vieillir en quelques minutes. Elle est donc coincée en 1943 dans le pensionnat. Tandis que Jacob retourne dans le présent, Emma recueille un oiseau qui est une ombrune transformée. Car oui, elles peuvent se transformer en oiseaux. Jacob retrouve son père, il voit un troupeau de moutons massacrés. Le lendemain, il est obligé d'accompagner son père observer les oiseaux. Mais il y a un autre ornithologue présent qui veut lui aussi écrire un livre. Le père déprime et va picoler le reste de la journée. Comme dans le livre, le père se démotive facilement et n'entreprend rien. Mais j'arriverai jamais à finir ce bouquin, moi, c'est notre mec qui le fait aussi. T'inquiète pas. Tu peux toujours te réfugier dans l'alcool. Le père s'écroule ivre-mort et Jacob en profite pour se barrer et rejoindre les particuliers. La boucle de Miss Avocet a été attaquée, mais Miss Peregrine ne veut pas en parler pour ne pas inquiéter les enfants. D'ailleurs, j'aime beaucoup le positionnement des personnages. Emma est une vieille personne coincée dans le corps d'une adolescente, mais se comporte toujours en tant que telle. Jacob, lui, a vécu un traumatisme qui le transforme petit à petit en adulte. Les deux personnages représentent, selon moi, les deux facettes de l'adolescence. On ne sait pas vraiment qui on est et l'on ne sait pas si on doit se comporter en enfant ou en adulte. Enoch, qui a entendu la conversation, propose à Jacob de rencontrer Victor, le frère de Bronwyn. On se doute que la pension cache un secret car Fiona tente d'empêcher Jacob de rentrer dans la chambre. Cette scène est assez intéressante car cela confirme ce que je disais précédemment. Jacob est confronté à un choix, apprendre une vérité terrible ou bien aller jouer avec les enfants et ne jamais grandir. Car c'est ce qui se passe dans la maison. Les enfants ont interdiction de grandir. Miss Peregrine est une sorte de Peter Pan qui oblige les enfants particuliers à rester enfermés pour les protéger du monde extérieur. C'est une excellente métaphore que nous expose le livre et le film. Il faut parfois affronter le monde extérieur pour apprendre à grandir au risque de rester coincé. Enoch fait la même chose dans le livre. Malgré son côté jaloux et ronchon, il est le personnage le plus mature dans la maison qui cherche à devenir indépendant. Il est frustré car il est bloqué en tant qu'enfant et ne peut donc avoir de relations amoureuses ou sexuelles car il est surveillé. S'il est jaloux d'Abe ou de Jacob, c'est parce qu'ils ont le droit de sortir et de grandir, contrairement à lui. Ensuite, Enoch ranime Victor, c'est toujours un pouvoir pété. Victor reprend vie sous forme d'un zombie, comme Abe, il n'a plus de yeux. Oh, je suis honoré que le roi réclame mes 10 doigts. Et je suis heureux de voir une étincelle briller dans les trous où il y avait tes yeux. Jacob et Emma plongent dans l'océan pour visiter un bateau. Emma ferme une porte d'une pièce du bateau et commence à souffler pour extraire l'eau. Alors ça, par contre, c'est pas du tout dans le livre. Certes, c'est un peu too much, mais je trouve ça pas totalement déconnant. Son pouvoir de base est de flotter dans les airs. Donc, quelque part, elle peut manipuler l'air comme élément. Dans le livre, il est expliqué que les particuliers peuvent développer leur pouvoir avec le temps. Or, les personnages du bouquin ont des capacités assez réduites et peu exploitées. Sauf Jacob, parce que son pouvoir devient assez pété à partir du tome 2. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre des pouvoirs bien plus développés dans le film, vu qu'ils sont censés avoir 90 ans, je le rappelle. On apprend que le grand-père de Jacob a passé sa vie à chasser les estres, des mauvais particuliers qui attaquent les boucles pour dévorer les enfants. Emma nous apprend également que seul un particulier peut rentrer dans une boucle. Donc, Jacob a aussi un pouvoir. De retour à la maison, on voit un creux apparaître et Peregrine là-bas à l'arbalète. Jacob est le seul à voir les creux, ce qui est un pouvoir essentiel pour vaincre les ennemis. Pouvoir qu'avait également son grand-père, c'est pour cela qu'il est devenu chasseur de creux. Un groupe dissident s'est formé parmi nos semblables. Il pensait qu'en extrayant la quintessence des pouvoirs d'une ombrune d'une manière ou d'une autre, lui et ses acolytes atteindraient l'immortalité. Pour ce faire, il a mis au point une expérience. Mais le sort de Baron et de son groupe fut encore plus funeste. Il a fini par découvrir qu'il existait un antidote, et il a repris forme humaine. Les creux doivent alors dévorer des yeux des particuliers pour devenir humains. Alors, dans le livre, c'est assez différent. Tout d'abord, Baron n'est pas le chef des creux. Il s'agit de Cole, le frère de Miss Peregrine. Voulant se débarrasser de la tutelle des ombrunes et pouvoir vivre dans le monde extérieur sans être enfermé dans des boucles, il a créé un groupe de dissidents pour tenter une expérience. Ils ont alors capturé des ombrunes et ont réalisé une expérience qui a causé une terrible explosion en Sibérie. On les croyait morts, mais les creux sont sortis du cratère plusieurs jours après et ont commencé à dévorer tout ce qu'ils trouvaient. Cole et les creux doivent alors dévorer les particuliers. Pas seulement les yeux, mais tout le corps, afin de devenir des estres. Les estres, ce sont des creux à l'apparence humaine avec des yeux blancs. En fait, c'est l'âme des particuliers qui permet de retrouver forme humaine. C'est pour cela que Tim Burton a proposé qu'ils dévorent les yeux,
car les yeux sont les fenêtres de l'âme. L'oiseau recueilli la veille était Miss Avocet, une ombrune venant de Blackpool, près de Manchester. On apprend que sa boucle a été attaquée par les estres. Ils ont l'intention de réitérer l'expérience et ont caché leur machine à Blackpool, dans sa boucle. Jacob fait alors le rapprochement avec l'arrivée des creux et l'attaque des moutons, qu'il a vu précédemment. Peregrine décide de partir dès le lendemain. Ça, c'est aussi une autre différence avec le livre où elle reste passive et ne compte pas s'enfuir mais se cacher, ce qui est idiot et qui confirme qu'elle est plus intelligente dans le film. Jacob comprend que si la boucle est détruite, il ne pourra pas retourner à son époque. Il retourne dans le présent et apprend que le vieil homme en fauteuil est mort. Jacob s'enfuit et l'ornithologue Rival suit Jacob jusqu'au cairn. On comprend qu'il est un estre capable de changer d'apparence. C'est également le docteur Golan qui l'a soigné au début. Il se transforme ensuite en Samuel L. Jackson, enfin en Baron. Dans le livre, cet estre n'a pas de nom et Jacob va l'appeler Golan jusqu'à la fin. Baron était son conducteur de bus étant enfant. L'estre le suivait depuis toujours. Le méchant est donc Golan et non Baron dans le livre. D'ailleurs, dans le livre, il n'a pas la possibilité de changer ses bras en lame d'acier. Baron rentre dans la maison, prend Peregrine en otage et enferme les enfants dans le salon avec Avocet. Abe appelle et Jacob décroche. Il lui dit qu'il a été le meilleur grand-père du monde. C'est un petit rajout pour le film, mais je trouve que c'est une excellente idée. En effet, cela comble un trou et peut expliquer pourquoi Abe a décidé de fonder une famille. Les enfants finissent de se préparer pour la bataille car un creux arrive. Et on va rentrer en zone spoil. Si vous ne voulez pas connaître la fin, allez au timecode indiqué pour zapper ce passage. Sachez que la fin est différente entre le livre et le film, donc vous serez spoilé sur les deux tableaux. Je vais commencer par la fin du livre car l'histoire se termine assez rapidement après l'attaque de Golan. Golan envoie son creux à la poursuite des enfants. Jacob et Emma se séparent et il parvient à tuer le creux en l'entraînant dans les marécages aux alentours de la maison. Quand il revient au pensionnat, Golan s'est déjà enfui et a enfermé Peregrine et Avocet sous forme d'oiseaux dans des cages. Golan se réfugie au phare et il tire au pistolet sur les enfants qui le poursuivent. Jacob parvient à tuer Golan au sommet du phare en lui prenant son arme. Les deux cages sont jetées à la mer et un sous-marin apparaît pour récupérer les ombrunes prisonnières. Jacob et Emma parviennent à attraper la cage de Miss Peregrine. Mais elle ne parvient plus à se transformer en humaine car elle a été infectée par un poison. Les enfants retournent à la maison qui a été rasée par la bombe aérienne. Jacob et les enfants particuliers doivent alors s'en aller afin d'éviter de nouvelles attaques. Ils décident de partir à Blackpool afin de rejoindre Miss Wren, une ombrune. Jacob est prisonnier dans le passé et doit aider ses amis. L'histoire se poursuit dans le tome 2 que j'aborderai plus tard. Tout ce qui va arriver désormais est complètement différent du livre. Je ferai quelques rappels pour souligner les ressemblances avec le tome 1, 2 et 3, car Tim Burton utilise des éléments de la suite pour conclure son film. Pour rappel, les enfants se préparent à la bataille. Miss Avocet se fait aspirer en dehors de la maison. Vu qu'elle a seulement été capturée, Miss Avocet ne meurt pas comme une merde dans le livre. Les enfants s'enfuient de la maison car ils ne font pas le poids face au creux. C'est à ce moment que le missile frappe la maison, qui est détruite. À l'abri sur la plage, ils décident de partir à Blackpool pour secourir Peregrine. Ils vont alors utiliser le bateau vu précédemment. Emma utilise son souffle pour vider l'eau du bateau sous-marin et l'utiliser pour rejoindre le continent. Ah ouais, dire que dans le bouquin le pouvoir d'Olive est nul à chier. En fait, dans le tome 2, les enfants se rendent en Angleterre, à Londres, en bateau, mais avec une vieille barque toute pourrie. Ils manquent de mourir noyés et mettent plusieurs jours à traverser. Jacob se rend compte que la boucle de Blackpool est en 2016, juste avant la mort de son grand-père. Il pourra alors empêcher la mort d'Abraham. Mais Emma ne pourra le suivre car elle vieillira d'un coup si elle reste trop longtemps hors d'une boucle. Ils arrivent au port. Vous commencez à m'ennuyer avec le port. Ils trouvent la boucle dans une vieille fête foraine. Dans le tome 2, les enfants rejoignent Miss Wren, une autre ombrune, à Londres. Sa boucle est dans une fête foraine, mais elle est sans doute en 1863. Bref, ils trouvent les estres et Emma les provoque en duel sur les quais. Les enfants utilisent des boules de neige et des bonbons pour que tout le monde puisse voir les creux. Alors, dans le tome 3, des particuliers utilisent cette technique afin de voir les monstres. Ils organisent des combats de creux, utilisent de la peinture pour les voir et parier sur eux. Je pense que l'idée vient de là. Enoch va utiliser des cœurs pour ressusciter des squelettes du bateau. Alors ça, c'est génial, parce que les pouvoirs d'Enoch sont clairement ceux exploités dans les livres, comme je l'ai déjà dit. Voici comment l'auteur imagine le combat dans le tome 3. Enoch a sorti de sa chemise 3 homoncules de terre juchés sur des fourchettes avec des couteaux en guise de bras, et les a envoyés à l'assaut des chevilles ennemies. C'est clairement mieux dans le film.
Une fois les creux vaincus, les enfants retrouvent Baron et les derniers estres dans un cirque. Il y a un ajout intéressant car les estres ont également des pouvoirs. La femme a des pattes de chat, de singe, et l'homme a le pouvoir de la glace. C'est assez original car dans le livre, aucun des estres n'a de particularité, comme s'ils avaient perdu leur pouvoir après l'expérience. Ici, chacun a son propre pouvoir, comme Baron qui change de forme. Enoch tue l'estre qui s'en prenait à Olive en animant un éléphant. Il embrasse Olive, gelée. Dans le livre, ils ne sont jamais ensemble car Olive est une enfant, je le rappelle. Bande de gros dégueulasses! On apprend que les ballerines masquées peuvent transformer en pierre ceux qui les regardent dans les yeux. D'ailleurs, dans le livre, les ballerines sont présentes uniquement dans la version anglaise. Elles ont été supprimées dans la version française et dans le roman graphique car elles apparaissent très brièvement. Jacob libère les Ombrunes. Là, il s'agit de la fin du tome 3 lorsque Jacob et Emma parviennent dans la forteresse de Cole. Burton fait un clin d'œil à Kubrick avec Baron qui défonce la porte à coups de hache et passe la tête par le trou. Il se transforme en Jacob pour tromper les autres enfants. Ça marche tellement bien que le creux arrivant derrière lui le chope et le bouffe. Jacob prend l'arbalète et tue le creux. L'histoire arrivant à sa fin, Jacob dit au revoir au reste des enfants qui retournent en 1943, sans embrasser Emma. Jacob est de retour en Floride et retrouve son grand-père vivant. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. S'il revient en 2016, 6 mois avant le drame, il devrait croiser son double. Où est-ce qu'il va vivre durant 6 mois? Pas chez ses parents, puisque l'autre, lui, y habite. Donc ça ne marche pas. Abraham lui offre de l'argent pour ses voyages, il lui dit de la retrouver et de retourner en 1943. Dans les livres, Abraham reste mort. Il n'est pas question de revenir avant sa mort pour l'empêcher. Cependant, je n'ai pas lu tous les livres après le tome 3, donc il est possible que je me trompe. Si c'est le cas, vous pouvez le dire dans les commentaires. Jacob parvient à monter à bord du bateau, il a réussi à remonter le temps en allant de boucle en boucle afin de revenir en 1943. Jacob embrasse Emma, on voit Miss Peregrine en haut d'une tour, et c'est la fin de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai préféré le film. Alors, je ne dis pas que le livre est mauvais et le film génial, loin de là. Les deux ont de grandes qualités et des défauts. Le livre est agréable et facile à lire, je le conseille aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Cependant, j'ai préféré la version de Tim Burton à celle d'Adam Rings, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la structure et le rythme de l'histoire, c'est beaucoup mieux géré dans le film. J'ai trouvé le début du livre un peu trop long, donc notamment Jacob rencontre Miss Peregrine à la page 177. On doit donc attendre près de la moitié du livre pour appréhender l'univers fantastique. Mais surtout, l'action est trop rapide. Il rencontre le premier estre à la page 360, soit à l'avant-dernier chapitre. Tout est condensé en quelques pages. Je trouve qu'il n'y a pas de suspense et l'angoisse n'a pas le temps de germer en nous. A l'inverse, c'est beaucoup mieux rythmé dans le film, car Tim Burton a l'habitude de réaliser des films dynamiques. Enfin, les personnages de Miss Peregrine et d'Enoch sont beaucoup mieux exploités dans le film que dans le livre. Bon, déjà parce que c'est Eva Green l'interprète, donc je peux pas être objectif vu que c'est mon actrice préférée. Son personnage emprunte des éléments à Sherlock Holmes avec un esprit vif et brillant. Cela apporte un véritable cachet par rapport au personnage du bouquin. Ensuite, Enoch. Mon Dieu que ce personnage est insupportable dans les livres. Et ça critique, et ça fait pas avancer l'intrigue, et c'est chiant. Autant dans le premier tome, il a un intérêt, il fait avancer l'histoire, autant il est inutile et horripilant dans le deuxième. Là, je trouve le personnage et sa capacité bien mieux exploités dans le film, comme vous avez pu le voir avec l'extrait que j'ai lu en partie spoil. Pour finir, il y a également un problème qui se révèle être davantage dans le deuxième tome. C'est la gestion de tous les personnages. Bon, je n'ai pas aimé le deuxième tome Hollow City. En réalité, il ne se passe pas grand chose. Alors, désolé, mais c'est un peu violent, mais tout ça là, toute cette partie-là, c'est inutile. Du chapitre 5 au chapitre 12, les péripéties sont très convenues et j'ai deviné ce qui allait se passer sans difficulté. Un autre souci, ils sont une dizaine d'enfants à devoir voyager, mais il est difficile de tous les gérer dans le récit narratif. Aussi, ils deviennent progressivement des caricatures, ils ont peu de répliques et leurs paroles sont réduites à leur personnalité. Enoch râle tout le temps, Olive a peur de tout, Bronwyn les protège, Millard est l'intello. Je recommande cependant le troisième, la Bibliothèque des âmes, qui vous apprend davantage sur l'univers des particuliers et offre une bonne fin. L'auteur a compris qu'il était important de prendre du temps pour développer l'action, l'intrigue est donc beaucoup plus dynamique. Enfin, il développe vraiment le lore, ou l'univers étendu. Il est notamment question d'une mythologie autour des particuliers, de l'histoire de l'humanité, des réelles intentions du méchant, et vraiment c'est une super idée qu'il développe dans le livre. En quelques mots pour teaser, les dieux des mythologies sont des particuliers ultra puissants. Bref, si vous voulez savoir d'où viennent vraiment les creux et quel est leur but, lisez les bouquins. Idem, si les particuliers vous passionnent et vous voulez savoir d'où ils viennent et ce qu'ils vont devenir, lisez le troisième tome, vous en aurez pour votre argent. Cool, merci. Et si on sait pas lire? Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy
et j'ai le grand plaisir de lire. Miss Peregrine pour Alex. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cela vous a plu. Si vous avez une opinion différente et vous voulez débattre, vous pouvez ajouter un commentaire. Il s'agit de mon opinion et je suis ouvert aux discussions, du moment que cela reste courtois. Si vous avez des suggestions d'adaptation à me suggérer, vous pouvez me les partager en dessous, dans les commentaires. Même si j'ai déjà plein d'idées. Et si vous êtes vraiment super sympa, vous pouvez même me laisser un pouce bleu. A bientôt pour une prochaine vidéo de comparaison. Salut à tous. Vas-y. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Jägermeister. Jägermeister, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Vous ne conseillez pas de le voir parce que vous allez BGR. Voilà. Tu peux couper.